Écho de la jeunesse. Droit, devoir, sexualité, relations humaines, bref, tout ce qui mine la vie des jeunes au quotidien. Écho de la jeunesse, Marc Foucault. Bonsoir et bienvenue à l'émission Écho de la jeunesse. Écho de la jeunesse, c'est votre émission qui met la jeunesse au cœur du débat. Nous traitons de toutes les questions qui concernent la jeunesse et ses préoccupations. Elle fait partie du quotidien de l'élève congolais et considérée comme nécessaire dans l'éducation de l'enfant à la maison, mais aussi à l'école. La chicotte à l'école ou à la maison, est-ce nécessaire? Quel impact sur l'enfant? C'est de cela que nous allons parler dans cette émission Écho de la jeunesse, les châtiments corporels. Nous en parlons aujourd'hui avec Madame Brigitte Maganga, qui est enseignante, mais aussi mère d'enfants. Bonsoir, Madame Maganga. Bonsoir. Et aussi, à notre gauche, nous avons Monsieur Fulgence Bikoumou, notre invité maison. Bonsoir. Bonsoir, c'est un plaisir pour moi. Merci à vous, en tout cas, d'être venu dans notre studio. Alors, Maman Maganga, vous êtes enseignante et femme au foyer. Qu'est-ce que vous pensez de la chicotte, déjà? La chicotte, par sa définition d'abord, c'est un morceau de bois ou bien un morceau de fer ou bien quoi que ce soit. Mais sauf que, à notre époque, on disait que ça... On ramenait quelqu'un, on redressait, ça servait au redressement de la personne qui était, en un mot, têtue. Au redressement soit du petit enfant, soit d'une grande personne. Alors, nous sommes déjà partis sur la chicotte, mais je signale déjà aux auditeurs que nous parlons de tout ce qui est châtiment corporel. Donc, ça peut être la chicotte, ça peut être la gifle, mais en tout cas, tous ces châtiments corporels sur les enfants. Alors, Maman Maganga, vous, qu'est-ce que vous pensez de cette question de châtiment corporel, que ce soit la chicotte, la gifle? Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose dans l'éducation de l'enfant? À mon entendement, la chicotte, c'est une mauvaise chose. Parce que quand on utilise la chicotte, c'est qu'on est vraiment fâché. Or que quand vous êtes fâché, vous utilisez un morceau de bois pour taper un petit enfant, vous pouvez lui faire mal. Voilà pourquoi je suis pour cette loi qui dit que le châtiment corporel est prohibé. Surtout en milieu scolaire, parce que nous avons affaire à des petits enfants très fragiles à qui nous pouvons faire mal. Voilà pourquoi je me dis que la chicotte ne doit pas être utilisée partout, que ce soit à la maison, que ce soit dans la rue ou que ce soit à l'école. Voilà. Monsieur Fulgence, vous, qu'est-ce que vous pensez de cette question de chicotte ou de châtiment corporel? La chicotte comme une punition infligée, une punition physique infligée pour, comme madame l'a dit, ramener quelqu'un qui s'était mal comporté et pour le persuader à ne pas récidiver. Si nous prenons la chicotte dans ce contexte-là et ayant moi-même grandi, étant élevé sous cette notion de réprimande comme moyen de persuasion, que la loi vienne ou que la loi ne vienne pas, moi je pense la manière d'appliquer cette punition, cette chicotte, c'est ça qui fait défaut et c'est là la différence. Madame venait de faire allusion à un enseignant qui prend un morceau de bois. L'enseignant est en colère. Pour quelle raison il se mettrait-il en colère? Nous sommes en milieu scolaire. Il est donc demandé à l'enseignant d'apporter des connaissances, de faire de son mieux, de faire d'usage des méthodes de pédagogie que lui, il a apprises pour que les enfants soient amenés à la compréhension et à suivre le cours. Et si il y a quelques enfants qui ne suivent pas, monsieur l'enseignant devrait être à mesure de se demander qu'y a-t-il au niveau de ces enfants. Une évaluation pour dire la classe à 50% a compris la notion, à 75% a compris la leçon, et pourquoi il y a quelques récalcitrants, pourquoi il y a quelques élèves, n'y a-t-il pas eu perturbation, n'y a-t-il pas eu quelque chose quelque part. Je reviens finalement, moi je suis père, je suis à la maison. L'application de la chicotte ou de la gifle ou cette punition physique qu'on inflige beaucoup plus aux enfants, est-ce que papa pour le faire doit toujours-il se mettre en colère? C'est ça qui dérange. Lorsque vous vous mettez en colère et que vous apportez ce châtiment, ça peut faire que la colère en vous conduit une autre force. Ce que vous infligez comme punition revient dans l'enfant avec une autre force et cause des traumatismes. Alors, voilà le problème. Jusque-là, est-ce que vous êtes pour ou contre la chicotte? Je suis pour la chicotte. J'ai été élevé par la chicotte, dont la chicotte,
jusqu'à l'âge que j'ai, je suis pour la chicotte, que ce soit à la maison, que ce soit à l'école. Alors, puisque vous avez donc apparemment une expérience au sujet de la chicotte, partagez-nous votre expérience alors. Voici à peu près comment moi j'ai perçu la chicotte. À l'école, on devrait lire. À la maison, les leçons de l'école doivent être lues à la maison, étudiées à la maison. Or, il s'avère que souvent, quand nous revenions de l'école, nous abandonnions nos sacs, nos tenues et nous courions vite les assiettes qu'on a mises là pour vous. Et dès que vous vous empiffrez, fini, c'est le jeu de billes, c'est le jeu de ballon. Les leçons que vous aviez apprises là à l'école ne sont pas révisées. Et qu'est-ce que maman demandait? C'est beaucoup plus maman qui s'attelait à cela. Elle-même étant illettrée, elle voulait simplement vous voir à table avec vos cahiers ouverts. Ainsi, dès qu'elle manipulait seulement la chicotte comme ça, on comprenait ce que ça signifiait. Que si tu ne lis pas, effectivement, tu auras droit à quelques fouets. Si tu prenais ton cahier et que tu l'ouvrais et que tu lisais, même quand la pauvre mère, pauvre illettrée, personne âme que j'aimais vraiment, ne comprenait pas que tu ne pouvais pas lire, l'essentiel qu'elle t'ait vu sur la table avec ton cahier, la lampe, elle est là, voilà ce que ça signifiait. Et donc, la chicotte pour moi comme moyen de persuasion, effectivement, ça marchait jusqu'à ce que vous avez le cadre que je suis aujourd'hui. Alors, nous avons Maman Gonga qui n'est pas pour la chicotte. Effectivement. Mais tout à l'heure, vous avez parlé de... Je voudrais, avant qu'elle ne prenne la parole, comment a-t-elle passé sa jeunesse? Sinon, elle vous dira, c'est par la chicotte, la persuasion par la chicotte. J'allais justement y venir. Vous, justement, puisque vous êtes contre la chicotte, est-ce que vous avez une expérience qui vous pousse à dire non à la chicotte? Effectivement, j'ai une expérience. Moi également, j'ai grandi dans la chicotte. Parce que surtout que j'avais un père militaire et avec quoi il pouvait nous taper, imaginez, pas avec un morceau de bois. Si bien que jusqu'à aujourd'hui, quand je vois la cicatrice que mon père m'a laissée, vraiment ça me fait mal. Nous avons été redressés militairement, vraiment. Et du coup, j'ai vraiment dédain jusqu'à aujourd'hui de la chicotte. Et maintenant, la fonction que j'ai optée, le travail que j'ai opté, quand chemin faisant, la chicotte, on nous dit que le châtiment corporel a été prohibé. Vraiment, ça m'a fait du bien parce que avec le mauvais souvenir que j'ai, je ne voudrais pas que mes enfants aussi aient ce mauvais souvenir. Alors qu'il y a beaucoup de manières de redresser un enfant, tel qu'à l'école, comme venait de dire Papa Fulgence, à l'école, en milieu scolaire, il y a beaucoup de façons de redresser l'enfant. Mais quand tu prends la chicotte, du coup, ces enfants-là vont te haïr. Les apprenants vont te haïr et finalement, ils ne vont rien comprendre. Pour moi, la chicotte n'est pas une solution. Pour moi, vraiment, la chicotte, c'est vraiment de l'esclavage. Parce que j'ai de l'expérience. Moi, je n'utilise pas la chicotte, mais je sais que le moi est haïssable. Les résultats que je fais, je me dis que c'est pas la chicotte qui a conduit à ces résultats-là. C'est pas la chicotte. Je suis enseignante, effectivement. J'ai ma stratégie de ramener les enfants, de redresser les enfants. Très bien. Vous aurez l'occasion de nous présenter cette stratégie au cours de cette émission. Effectivement. Mais au début, vous avez dit qu'il y a une raison qui peut faire qu'on puisse taper l'enfant, c'est quand on est sous la colère. Qu'est-ce qui peut vous mettre en colère? Par exemple, au milieu scolaire, il y a le mauvais comportement. Il y a des enfants qui sont récidifs, comme venait de le dire Papa Fulgence. Il y a des enfants têtus à qui, quand tu parles, ils ne peuvent pas exécuter ce que toi tu veux. Et même à la maison, c'est pareil. Quand tu dis, par exemple, à une fille, moi je sors, il faut laver ces assiettes-là. Tu reviens, les assiettes ne sont pas lavées. Vraiment, ça te pousse à la colère. Mais avec l'expérience, je ne dis pas que je ne tapais pas les enfants. Avant, je tapais les enfants. Mais au fur et à mesure que j'avance, je me disais que mais rien ne sert de courir. C'est pas la peine de taper les enfants. Et quand au milieu scolaire, on a pris cette loi, vraiment, j'ai été à l'aise. Parce que avec la chicotte, je n'ai pas eu gain de cause, même à la maison. Les enfants étaient de plus en plus têtus. Pourquoi? Parce qu'ils étaient habitués à ces coups-là. Mais finalement, les derniers enfants que j'ai mis là, comme la chicotte a été prohibée dans mon foyer, non, ce sont eux qui se comportent même bien par rapport aux plus grands. Je me dis que la chicotte n'est pas une bonne solution.
C'est pas seulement avec la chicotte qu'on peut redresser un enfant. Très bien. Donc, en gros, vous pouvez nous dire qu'il y a une grande différence, positive d'ailleurs, entre les enfants qui ont été éduqués avec la chicotte et ceux qui n'ont pas été éduqués avec la chicotte. Ceux dont j'ai fait souffrir avec la chicotte, parfois, il y avait des comportements négatifs. Parfois, quand tu parlais, ils s'en foutaient. Mais ceux qui n'ont pas vécu ce moment-là, tu sens qu'il y a de l'affection. L'amour est réciproque. Mais quand tu prends un enfant, tu le malmènes, il n'y a pas, du coup, l'amour disparaît. Il te hait. Je voudrais intervenir plutôt en disant ceci, que effectivement, lorsqu'on est parent, on ne devrait pas s'énerver ou s'emporter pour justement prendre la chicotte. C'est ça qui est mal, c'est ça qui dérange et c'est ça qui fait qu'on applique même mal le moyen de persuasion qui est la chicotte. Ce n'est qu'un moyen pour ramener l'enfant à juste titre à ce que vous voulez que l'enfant fasse. Ce n'est qu'un moyen parmi tant d'autres. Est-ce que c'est possible de faire recours à la chicotte sans être en colère? Effectivement. Effectivement. S'il vous plaît, je prends un exemple. Vous demandez à l'enfant, vous le mettez devant un fait accompli, de faire le choix. Par quel moyen veux-tu que je te punisse? Où est la colère en ce moment-là? S'il vous plaît, où est la colère en ce moment-là? Nous, on a mis sur nous des gros morceaux de briques. On mettait parmi les deux mains, vous devenez comme, on va dire ça, comme le Jésus de Nazareth, où vous êtes cloué au soleil. Et même parfois, sous vos genoux, on a mis des petits cailloux. Donc, nous avons connu des véritables inflations, des punitions infligées corporellement à notre âge qui ne devraient pas. Mais moi, je reviens sur la chicotte comme moyen de persuasion. Je suis pour, dans la mesure où je mettais l'enfant devant un fait accompli, entre la chicotte ou bien aller me puiser de l'eau 100 fois à la pompe, sans bidon, donc je prends comme ça, ou je dis tu fais telle punition, telle autre punition, qu'est-ce que tu souhaiterais que je fasse? Si l'enfant me demande d'aller à la pompe, je ne suis pas énervé. Si l'enfant me demande, si madame me permettez, si l'enfant me dit écoutez mon papa, je voudrais 5 coups, 5 coups, je l'applique 5 coups, un point, un trait. Il y a un problème, c'est que l'enfant est mis devant un fait accompli, c'est à lui de choisir comment je vais comment la punir. L'enfant n'est pas un adulte. L'enfant reste un enfant. Ça, c'est la compréhension de papa qui dit que si je ne fais pas ça, cet enfant risque d'être têtu, mais c'est juste une façon de persuader l'enfant qu'il fallait travailler. Mais est-ce que l'enfant en lui-même, il va comprendre ça? L'enfant va prendre ça dans un autre sens. Mais il va se dire que papa est en train de me malmener. Il ne va pas comprendre que papa veut que je fasse ceci. C'est juste une façon de me persuader. Vous voyez? L'enfant va prendre ça dans un autre contexte. Il y a souvent, avant même que le châtiment ne vienne, on vous prévient. Vous voyez, on vous prévient déjà, madame est témoin, elle est maman, moi je suis papa. On vous prévient, on vous dit, on va te taper, je vais te gifler, je vais te chicoter. Vous êtes mis en garde. Cette mise en garde est seulement à mon niveau, à moi, à cette époque-là, mais suffisait pour me ranger. Parce que je n'aimais pas la chicotte, je n'aimais pas le fouet. Moyen de persuasion pour me ramener. Dès qu'on parlait de ça, je revenais vite sur le droit chemin et je devrais faire donc ce que maman voulait. Même jusqu'aujourd'hui, à la maison, je lui demande, écoutez, vous avez fait quoi? Par exemple, si je prends le niveau, le contrôle sur le plan scolaire, qu'est-ce que vous avez fait? Quelle est la leçon que vous avez étudiée? J'essaie de poser quelques questions, mais je me rends compte que la leçon n'est pas finie là. Attendez, s'il vous plaît, je vous donne 10 minutes, je vous donne 20 minutes, je vous donne 1 heure du temps, vous me ramenez les notions que je veux, sinon, à votre garde. Et donc, la mise en garde, elle est là. Si vous ne faites pas, faites attention, je pourrais user de chicotte parce que vous n'avez pas fait. Et donc, l'enfant sait pour quelle cause il est en train d'être frappé. C'est que nous avons mal utilisé la chicotte. C'est dès que l'enfant ou dès que le parent ou l'enseignant s'apercevait de la moindre erreur, c'est courir vers l'enfant, attraper l'enfant, châtier sans même expliquer. C'est pas la moindre erreur. On demande ou pourquoi on tapait. C'est pas la moindre erreur. Ce qui fait que la maman ou le papa se met dans une forme de colère pour taper. Lorsqu'on se met dans une forme de colère, on a l'impression qu'on a devant soi un adulte sur qui s'est déversé. Magunga, allez-y. C'est pas la moindre erreur. Quand le parent ou bien l'enseignant utilise la chicotte, il y a eu avertissement d'abord. Mais comme le travail demandé n'a pas été fait, et maintenant il y a une certaine colère qui monte. Il y a une frustration. Une déception peut-être. Voilà, il y a une déception. Surtout devant les étrangers. Papa dit, mais ceci j'ai demandé, oh que vous n'avez pas fait ça. Il y a au moins des avertissements. Écoute, aujourd'hui, tel que chez moi, la maman, je peux dire à l'enfant, tu laves les assiettes. Elle n'a pas lavé. Moi, je le fais. Je le fais. Demain, je le ferai. Après-demain, je le ferai.
Mais après, je vais quand même parler avant que je ne puisse utiliser la chicotte. Je dois d'abord parler à l'enfant. Mais là, on sent qu'il y a une colère qui a fourmillé. Alors, Est-ce que vous voyez? pendant tout le temps où nous parlons, vous parlez beaucoup des tâches qui doivent être faites, des devoirs qui doivent être accomplis. Mais de quel âge est-ce qu'on parle exactement? Pour un enfant à qui on dit, bon, lave les assiettes ou fais tes devoirs, on parle de quel âge? Au moins à partir de 7 ans, 8 ans, l'enfant doit déjà commencer à laver les assiettes. Vous êtes d'accord, Même M. Fulgence? au moins, Oui, c'est 8 ans, la 7 fille. ans. Vous savez, Chez nous la sommes de différentes cultures. Nous sommes au Congo-Brazzaville, en Afrique centrale. Nous sommes des Bantous et nous pensons qu'à un certain âge, la fille doit aller dans un foyer, dans un mariage. Il faille la préparer. Elle doit connaître ce que c'est que le ménage, comment tenir son foyer, comment tenir ceci. Et ça commence dès l'âge de 8 ans. 8 ans, on est à peu près en raison de connaître, faire la différence entre l'âge de la raison, entre le noir et la lumière, ainsi de suite. Et donc, à partir de cet âge-là, je crois que la jeune fille ou la petite fille peut déjà elle-même, elle commence déjà à jouer avec les poupées pour tresser, ainsi de suite, pour coudre. Et donc, on peut l'initier aux travaux ménagers. Maintenant, regardez au niveau scolaire. Quand je dis qu'il y a une colère d'abord, la colère précède l'emploi, l'utilisation de la chicotte. Par exemple, pour un enseignant, il a dispensé son cours. Et pendant qu'il est en train de dispenser, c'est du bruit qui surgit au fond de la classe. Mais je pense qu'aussitôt, tu vas pas te prendre la chicotte. Tu avertis d'abord. Taisez-vous, je suis en train de dispenser le cours. Ils ne veulent pas se taire. Et là, c'est la colère qui te prend. Tu vas mal utiliser la chicotte. Et peut-être que tu pourras faire mal à l'enfant. Voilà pourquoi je me dis que la chicotte doit être prohibée. Parce que quand tu n'as pas la chicotte avec toi, quelle que soit la colère, tu ne pourras pas blesser un enfant. Par exemple, tu es en train de dispenser le cours et quand tu poses des questions, ce sont des enfants qui te regardent avec des yeux de loup. C'est comme s'ils n'ont rien pigé, ils n'ont pas compris. Il faut essayer de se mettre à la place de l'enfant. Il se peut que c'est l'enseignant qui a mal transmis le message. Parce que quand le message est bien transmis, je pense que c'est un bon résultat qui va surgir. Est-ce que vous voyez? Donc, moi, je me dis que la chicotte, on ne doit pas l'utiliser, surtout en milieu scolaire. La faute ne revient pas aux apprenants. Nous aussi, les enseignants, nous avons une part de responsabilité. Soit les questions que l'enseignant pose qui ne sont pas adaptées avec le niveau, la compréhension des apprenants, soit c'est l'enseignant qui pose mal les questions. Est-ce que vous voyez? Et toi, tu vas te mettre à taper parce qu'il y a beaucoup de zéros. Vous ne voyez pas que vous utilisez mal la chicotte. Or que si la chicotte n'est pas là, il n'y a pas la présence de la chicotte. Peut-être que tu pourrais utiliser d'autres façons de ramener les enfants à la raison. Vous nous avez parlé au départ, vous avez votre stratégie. Est-ce que vous pourriez déjà nous la partager, votre stratégie? Moi, ma stratégie, en milieu scolaire, bien sûr. Moi, quand j'arrive, je m'habitue d'abord avec les enfants. Je les comprends. Je sais que tel enfant est têtu, tel enfant. Donc, je connais déjà les têtus de ma classe. Et je connais déjà comment les ramener à la raison. Il y a des phrases. Il y a des enfants, par exemple, qui ont des faiblesses. Par exemple, quand tu dis, si tu continues, je vais faire ceci, je vais faire cela. Par exemple, il y a des enfants qui ne veulent pas aller dehors pendant qu'on dispense le cours. Bien que têtu, mais je lui dis, mais toi, si tu continues, je vais te faire sortir. Surtout quand le coordonnateur est là, ils ont peur d'aller dehors. Parce que s'il va traîner dehors là-bas, le coordonnateur mettra la main et on va convoquer les parents. Et je leur dis souvent, si tu continues, je vais te faire sortir. Et voilà, le calme revient en classe. Maintenant, quand c'est le problème des résultats, je vérifie les faiblesses. Quelles sont les faiblesses des enfants? Parce que les enfants, on les comprend. Je sais que tel élève est par exemple faible en mathématiques. Je fais plus d'exercices. Je fais un exercice, je l'envoie au tableau et voilà. Même s'il ne peut pas faire 20 sur 20, mais au moins la moyenne. Il faut qu'il ait la moyenne. C'est ça la stratégie que j'utilise pour ramener les enfants à la raison. Il faut d'abord les comprendre. Tu les comprends.
et tu connais les faibles. Lesquels sont têtus? Bien que c'est un bon élève, mais c'est un enfant qui est vraiment brigand. Tu connais comment le ramener à la raison. C'est Donc, ça. il s'agit plutôt de comprendre l'enfant et d'essayer de l'adoucir. Oui. Très bien. Alors, Monsieur Figeons, tout à l'heure, nous avons parlé des tâches des enfants qui ont 7 ou 8 ans, qui ont déjà l'âge de la raison. Mais qu'en est-il d'un enfant qui n'est pas encore à l'âge de la raison, qui a 5, 6 ans, en nous voyant certains parents, voire même jusqu'à il y en a qui sont déjà assez têtus. Par exemple, entre 2 ans, 3 ans, on ne parlerait pas de têtu parce que c'est un enfant qui découvre la nature. Entre 1 an, 2 ans, l'enfant découvre la nature. Il vient de prendre donc la marche. Il a 2 pieds. Et c'est à vous, les parents, d'être attentifs. Sinon, il va aller toucher n'importe quoi. Mais n'empêche pas qu'on voit des parents qui arrivent à frapper un enfant comme ça, qui a peut-être cassé un verre. Je m'explique. C'est l'âge où l'enfant met tout dans la bouche. C'est l'âge où l'enfant touche tout jusqu'au feu. Alors, c'est à vous, les parents, d'être vraiment derrière, de faire attention. Et seulement à ce qu'on ne touche pas. Papa dit ou maman crie, ne touche pas, laisse. Avant même que la phrase n'est terminée, l'enfant a déjà mis la main. Et rapidement, on reprend la chose. Si c'était un verre, c'est un téléphone, on reprend et on fait comme une petite tape sur la main. La main qui a touché, c'est pour l'indiquer que dorénavant, toujours le châtiment corporel. Toujours, on accompagne par une tape pour lui indiquer que prochainement, faut plus prendre lorsque tu as entendu le cri de maman crier « laisse ». C'est ce que ça signifie « ne touche pas ». Donc, c'est une pratique, chez nous, elle est naturelle. Elle est naturelle et elle nous accompagne tout le long de la vie, pratiquement 15 ans, et puis voilà, ça s'arrête, 14 ans, ça s'arrête là, jusqu'à ce que vous deveniez un peu majeur. Sinon, dans la maison, voilà, c'est comme ça que ça existe. À mon entendement, si la loi a prohibé la chicotte, c'est qu'il y a eu une vision, ils ont bien étudié, voilà pourquoi ils ont préféré prohiber la chicotte. Et nous, dans les foyers, je dis que les enfants qui ont grandi sous la chicotte chez moi, puisqu'ils ont déjà grandi, ce sont ces enfants qui me posaient souvent problème. Mais les enfants que j'ai fait grandir sans la chicotte, ce sont ceux-là qui me comprennent mieux. Et parfois, les premiers là me disent, toi, tu aimes plus ces enfants-là. Nous, tu nous as fait souffrir ici, là. Mais celle-là, quand il fait ce que nous faisions, quand elle fait ce que nous faisions, pourquoi tu ne prends pas la chicotte? Je dis non, je peux pas taper. Même à l'école, je ne tape pas. Parce que j'ai l'expérience. Je sais que la chicotte ne résout rien. Vous, je vous ai tapé, c'est par ignorance, sous la colère. Mais maintenant là, j'ai vu que autant mieux ne pas taper, autant mieux qu'il y ait le dialogue. C'est le dialogue qui fait l'affaire. Surtout nous qui avons des grands enfants. Il faut dialoguer avec l'enfant. L'enfant doit te dire ce qu'il veut. C'est recommandé. L'enfant a ses droits. Mais quand à tout moment c'est la chicotte, l'enfant sera frustré et finalement, même s'il a quelque chose de mauvais, il ne peut rien te dire, surtout avec les filles. Monsieur Marc, il faut, je crois, nuancer 2 choses. La pratique de la chicotte à la maison n'est pas la même qu'à l'école. Exactement. À l'école, un monsieur pouvait venir un après-midi, je ne sais pas si sous l'effet de la drogue, sous l'effet de l'alcool, chicoter toute une classe. J'en ai vécu. Le premier jour de la rentrée, je suis en 6e, 1984. Il y a eu une très grande pluie. Et donc, tous ceux qui sont arrivés à l'école, tout un établissement, et le directeur de l'établissement, paix à son âme, et le surveillant général, ils ont pris même des bois de morceaux qui séparaient les chaises. Ils ont tapé tout l'établissement scolaire. Incroyable! Quelle est la raison? Parce qu'ils sont arrivés en retard. Et pour quelle raison? Parce qu'il y a eu pluie. Alors il y a eu pluie. La pluie était évidente. Il y a eu quelques élèves, à peu près 19, de tout l'établissement, de la 6e en 3e. À peu près 19 élèves sont arrivés et tout le reste devrait subir la chicotte. Vous voyez? Par contre, à la maison, ce sont des chicottes qui viennent sporadiques, momentanées, mais avec beaucoup de nuances, avec beaucoup d'espace. Par contre, il y a aussi certains parents qui pensent que corriger l'enfant qui devient têtu, comme elle a su le dire, il faut vraiment faire user de violence, user de force. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Et deuxièmement, je voulais présenter quelque chose qui se passe dans nos foyers que les gens n'arrivent pas à percevoir. Lorsque les parents ont leur première fille ou un premier garçon, en tout cas dans l'éducation, ils sont très rigoureux jusqu'à la chicotte. Plus qu'on a des enfants,
on devient moins en moins rigoureux. C'est un syndrome que madame n'arrivait pas à expliquer, qu'ils ont été très rigoureux avec les premiers, et de moins en moins, et ils ont baissé les chicottes. On a l'impression qu'ils étaient maintenant trop occupés. Voilà, exactement. Ils n'ont plus eu la même, parce que j'ai entendu dire qu'un enfant s'est plaint que nous, tu nous as fait souffrir, et eux, tu ne fais plus ce que... Effectivement, c'est un syndrome. Et elle a parlé d'expérience aussi. L'expérience, mais ce n'est pas l'expérience, c'est plutôt l'occupation. Elle n'avait plus l'énergie nécessaire pour prendre le soin. C'est la force. C'est l'expérience. Ça existe dans toutes les maisons. Les deux premiers enfants, ils ont presque, c'est l'expérience. C'est eux sur lesquels il faut jauger le niveau de la chicotte. Mais les tout derniers là, partout, les parents abandonnent la chicotte sur les deux derniers. Et pourtant, alors, je peux utiliser à l'école. Vraiment, l'émission est encore très belle, mais malheureusement, on va devoir s'arrêter ici. Chers auditeurs, nous vous promettons que l'émission va revenir. En tout cas, c'est une série que nous ouvrons. Nous viendrons avec l'émission sur la chicotte à l'école particulièrement, la chicotte à la maison encore particulièrement, et nous viendrons aussi pour savoir ce qu'en pense la Bible et ce qu'en pense la loi exactement. Nous y reviendrons, mais pour aujourd'hui, on va devoir s'arrêter ici. Mais avant de nous quitter, Madame Maganga, un dernier mot, en tout cas un tout petit conseil, au moins quelques secondes pour ceux qui vous écoutent. Effectivement, je demande aux parents qui ont l'habitude d'utiliser, surtout, et aussi aux enseignants qui ont l'habitude, il faut seulement avoir des stratégies pour ramener quelqu'un, parce que nous ne sommes plus à l'époque coloniale. C'est tout ce que j'avais à dire. Très bien. Monsieur Fulgence, un tout dernier. Ce n'est pas véritablement l'époque coloniale, c'est vrai. Malheureusement, nous sommes des Congolais. La chicotte, pour moi, elle doit être présente, mais à des moments précis et pour des motifs précis pour que l'enfant soit ramené. Sans chicotte, une maison n'est pas vraiment bien dirigée. En plus, il faut s'ouvrir, il faut causer. Ce n'est peut-être pas l'occasion de cette émission pour donner des solutions, mais nous en viendrons certainement. Donc, il y a beaucoup de choses qui nous ont emmenés à la chicotte. Il faut voir donc les causes, certainement. Nous en reviendrons. Mais sinon, la chicotte, nous y reviendrons en tout cas très certainement. Chers auditeurs, vous l'avez compris, c'est par ici que nous mettons fin à ce tout premier numéro des généralités sur la chicotte à la maison et à l'école. Nous y reviendrons avec plus de détails dans un nouveau numéro. Merci beaucoup à vous, chers invités, Monsieur Fulgence Bikoumou et Madame Brigitte Maganga. Merci à vous qui avez aussi suivi cette émission. Merci à Flavien Landa et à Priscilla Mbaya pour leur assistance technique. Moi, c'est Marc Foucault. Je vous dis merci beaucoup d'avoir été de nôtre. On se retrouve très prochainement dans un nouveau numéro de Écho de la jeunesse. Au revoir. Écho de la jeunesse. Droit, devoir, sexualité, relations humaines, bref, tout ce qui mine la vie des jeunes au quotidien. Écho de la jeunesse, Marc Foucault.